pour cette demi-finale du Challenge and Pousse. Merci aux équipes, merci à vous tous d'être ici avec nous, même si c'est à distance malheureusement. Merci beaucoup au jury d'avoir fait l'effort de venir physiquement ici dans cette salle au Business Pole de Sophia Antipolis pour pouvoir participer de façon, je dirais, collective à cet exercice d'évaluation qui est proposé. Je vous rappelle que la règle du jeu du Challenge and Pousse, c'est que un jury n'est sollicité qu'une seule fois pour un exercice donné, de sorte à ce que à chaque fois, il y ait une véritable fraîcheur par rapport à la découverte des projets et que ça soit au bénéfice des projets. Cet exercice, donc, ce Challenge and Pousse, comme vous le voyez peut-être sur les éléments de com qui circulent, vous avez vu sur le site web, sur la page Facebook, sur LinkedIn, etc. C'est donc cette année sa 20e édition. Ça fait 20 ans que Telecom Valley a fait le pari qu'il fallait que les acteurs entrepreneuriaux, que les acteurs qui sont en fait les adhérents de l'association Telecom Valley fassent cet effort d'aller vers le monde étudiant pour pouvoir les inciter et les inviter à avoir cette posture d'entrepreneur. Alors que ce soit 100% de façon ludique et sans prise de risque, comme ça peut être le cas ici dans ce Challenge and Pousse, si vous ne faites que participer dans le but de vous tester un peu, de voir ce que ça représente et autres. Mais ça peut être également quelque chose de totalement, je dirais, destiné à aussi demain devenir une véritable réalité. Aujourd'hui, il existe de nombreuses sociétés qui sont sur le territoire azuréen et qui initialement ont été un projet du Challenge and Pousse, projet qui a été gagnant ou pas au demeurant. Et à chaque fois, ça a été un vrai bonheur de voir des gens qui un jour étaient des étudiants participant au Challenge and Pousse devenir quelques années plus tard en fait des créateurs d'entreprises et commencer à pousser leur business, à avoir leur premier salarié, leur premier chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment très important. On accueille Laurent Masson qui est avec nous. Je vous dirai tout à l'heure qui sont derrière les noms des membres du jury, quelles sont les entités qu'ils représentent et aussi donc du coup qui sont, vous allez deviner, vous allez comprendre quels sont les profils de vos jurés. Ça, c'est vraiment important. Je vous rappelle aussi, donc là, il est 17h09, où je vais peut-être demander à Max de le faire, puisque c'est un exercice qu'on fait à 4 mains. Donc, Max, oui. Max, si tu veux bien, sur les modalités donc, de présentation, nous faire un petit rappel du règlement et de la méthode. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, vous avez reçu un agenda. Donc, chacune des équipes va participer donc, aux présentations. Vous allez pouvoir aussi écouter les présentations des autres, évidemment. Pour faire simple, chaque équipe va avoir 10 minutes pour présenter le projet que l'équipe porte. Et ensuite, il y aura 5 minutes de questions et réponses de la part du jury et de vous, équipe. Voilà. Donc, on va évidemment être attentif. On a chaque juré va avoir effectivement sa façon de voir le projet que vous allez porter, va prendre des notes et va vous poser des questions sur votre projet. Je les laisserai, vous le découvrirez de toute façon. Les questions ne sont pas préparées, elles viendront instinctivement en fonction des projets. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir en tout cas échanger avec eux à cette occasion lors de la session de questions-réponses, donc de 5 minutes juste après votre présentation de projet. Voilà, et effectivement, à 18h35, on devrait terminer les présentations et on délibérera de façon collégiale avec le jury, hein, et c'est même d'ailleurs eux seuls, puisque Jean-François et moi-même ne prenons pas part
à la décision. C'est uniquement le jury qui va sélectionner donc les 3 équipes qui seront en finale. Voilà, comme vient de vous le dire Max, donc cette année, c'est 3 projets qui vont franchir le cap de la demi-finale et pouvoir accéder à la finale au mois de mars. 3 projets, donc la compétition va démarrer dans très peu de temps. Moi, je voudrais, avant qu'on démarre tout ça, je vous ai un tout petit peu reparlé de Télécom Valley, de ce qu'on a fait et du pourquoi ce concept d'entrepreneuriat étudiant pour nous est quelque chose d'important et quelque chose auquel on tient. Je voudrais pouvoir en profiter aussi pour remercier les entités qui accompagnent Télécom Valley aussi à faire ce type d'exercice et ce type d'animation, parce que c'est une dynamique que nous, en tant qu'association, on peut faire, mais pour laquelle il faut mettre du carburant dans la voiture. Et donc, on est je dirais, une belle illustration de ce magnifique outil qui existe en France depuis 1901, qui est la loi permettant les associations et qui met en fait des compétences ou des envies autour d'une même table. Et de temps en temps, ben voilà, cette assemblée de gens nécessite aussi un petit peu de financement et d'oxygène. Donc, ce sont des partenaires tels que la région, tels que le département, et les EPCI également de notre région azuréenne, donc la CASA, Cannes Pays de Lérins, la métropole Nice-Côte d'Azur, qui sont là. On est très fiers aussi de pouvoir avoir je dirais une proximité forte avec une structure d'incubation très particulière qui est l'incubateur PACAEST, parce que c'est l'incubateur dont la mission est de pouvoir faire coller la réalité de ce qui sort du tissu académique pour aller dans je dirais dans le sillon de toutes ces structures qui ont été des spin-offs de tel ou tel laboratoire, de telle ou telle entité. Et donc, cet incubateur a une mission très, très particulière. Et puis vous savez que depuis quelques années, il y a on va dire un exercice à l'échelle nationale et internationale qui s'appelle la French Tech, qui veut à tout prix fédérer, valoriser tous les acteurs de cet univers tech. Vous savez que pendant très longtemps, on cherchait les startups. Il faut croire qu'on les a trouvées, puisque maintenant, en fait, on se concentre sur les licornes et que la prochaine étape, ça va être encore un autre animal mythologique, je ne sais pas lequel, puisque les licornes, il paraît que c'est dépassé, étant donné que maintenant, il y en aurait 25 en France. Il y en a factuellement 25, c'est-à-dire des entreprises qui sont valorisées plus d'1 milliard. Donc, la valorisation d'une entreprise, c'est un petit peu autre chose que son chiffre d'affaires. Moi, je suis très vieille école. J'aime bien le chiffre d'affaires aussi quand même, hein, au final, même si la valorisation, c'est très, très, très beau et ça permet de passer à la télé. Mais voilà, sachez que nous sommes en direct aussi sur YouTube en ce moment, c'est-à-dire que ce qui va se passer là, étant donné que nous ne pouvons pas, malheureusement, du fait des conditions Covid, être en situation de le partager dans une même pièce, dans un même lieu. On devait être dans le magnifique nouveau campus de Cannes aujourd'hui. Ça fait 2 fois qu'on est obligé de dire à David Lisnard et à toutes ses équipes que malheureusement, on ne peut pas et que c'est le sort qui s'acharne sur nous, on ne peut pas être là. Alors que c'était une invitation qui nous avait été faite par le maire de Cannes de pouvoir utiliser ces installations qui sont flambant neuves et qui sont un des fleurons de l'Université de la Côte d'Azur dans toute son extension géographique, hein, à l'échelle du 06. Comme on ne peut pas malheureusement être physiquement tous ensemble, donc on a fait un entre-deux, on va dire. Donc le jury, comme vous le voyez, est rassemblé dans une pièce, ici à Sophie Antipolis, au Business Pole. Et voilà, donc vous avez les noms des jurys. Bon, c'était... on reviendra avec plus d'insistance sur chacun d'eux tout à l'heure. Et nous allons donc du coup vous avoir, vous, les candidats, vous, les équipes, à distance, et ainsi que vos amis et toute personne qui voudra se connecter et regarder de quoi il s'agit. Et c'est aussi quelque chose qui est normal et naturel.
Vos projets sont protégés, hein. Je vous rappelle qu'on a joué avec vous le jeu de la carte, de l'enveloppe solo, donc vous permettant d'être en situation enfin, c'est un début de protection, mais c'est déjà infiniment plus que rien du tout. Et donc, à partir de maintenant, à partir de la demi-finale, pour nous, chez Télécom Valley, l'exercice Change and Push a toujours ce caractère de publicité, hein, donc, qui fait que voilà, les présentations se font devant toute personne qui souhaiterait pouvoir y assister. Donc, soyez encore plus efficace dans vos présentations, essayez de bafouiller le moins possible, essayez d'être très bon comme ceux qu'on a vus faire déjà quelques petites répétitions avec nous, et j'imagine que les autres le sont au moins autant. On vous a suivi et il y a eu un gros travail de fait avec Audrey, donc je remercie notre équipe opérationnelle qui a été là pendant tout le temps, Audrey, Sandra, pour véritablement répondre à vos questions et vous accompagner quand il y avait des interrogations, des soucis, des questions. Elles sont juste indispensables. Et puis, voilà, il est 17h17. On va peut-être, avec un tout petit peu d'avance pour une fois, c'est un pur miracle, pouvoir démarrer. Donc, je vous rappelle la modalité, hein, Max l'a énoncé tout à l'heure, je la redonne. La règle du jeu, c'est pour chacune des 5 équipes, une présentation qui va durer 10 minutes, pendant lesquelles vous allez être invité par Audrey à prendre un rôle qui est un rôle différent de celui de spectateur à l'intérieur de cette réunion Zoom. Donc, du coup, vous allez pouvoir être présentateur. Vous allez partager vos présentations et nous raconter tout ça, surtout aux membres du jury. Et suite à quoi, le jury va avoir 5 minutes de questions-réponses à votre attention. Voilà l'ordre de passage qui a été tiré au sort pour les projets. Donc, vous voyez que ça commence par Credipto et ça se termine à 18h20 en espérant qu'on tienne bien le timing par Pixme. Donc, il est 17h18. Moi, je propose, Audrey, que tu puisses peut-être faire entrer la première équipe, Credipto. N'hésite pas à prendre la parole, hein, parce que, en fait, pour tout vous dire, Audrey est dans une pièce différente. On fait ça exactement comme à la télé. Elle est en régie, elle est en régie. Je me suis isolée, j'avoue. Alors, je vais demander à l'équipe de Credipto de lever la main pour que je puisse les identifier facilement. Voilà, dans Zoom, hein, vous avez fait une fonction qui vous permet de vous identifier, donc n'hésitez pas à vous lever la main là dans Zoom. À 2h du matin. Merci pour aller jusqu'à 2h. Pour tenir. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Ouais. Alors, Bon, merci pour votre introduction, merci pour votre présentation de début. Alors, en attendant que tous les membres se connectent. Alors là, tout le monde a été passé en panéliste. Bonjour. Super. Je vous rappelle que la gardienne du temps est donc Audrey. Audrey prendra la parole à 2 minutes et 1 minute, juste pour dire oralement 2 minutes et 1 minute. Donc, ne soyez pas désarçonnés par son petit message. Ce sera le même pour chacune des équipes. L'intérêt étant de pouvoir vous rappeler que, voilà, au bout de 10 minutes, elle est obligée de vous couper le micro, quoi qu'il arrive, par équité avec vis-à-vis des autres équipes. D'accord, très bien. Voilà, vous savez tout. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, on est presque, Julien, tu nous entends bien, qui va commencer? Ouais. Oui, on t'entend, c'est bon. Ok, parfait. Alors, c'est volontaire de ne pas avoir mis votre caméra ou... Non, on peut ajouter la caméra, bien sûr, oui. Oui, parce qu'on peut vous voir, donc Alors, attendez. c'est plus sympa peut-être. Hop. Moi, pour ma part, j'ai pas de caméra, je suis désolé. D'accord.
pense que ça marche bien. Voilà, Julien, quand tu es prêt, on te laisse commencer. Le chrono est bon? Allez, c'est comme vous voulez. Allez. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter notre projet Credipto. Dans un premier temps, nous vous expliquerons l'objectif de Credipto, le problème, la solution, ce que cela représente. Par la suite, nous irons plus en détail avec une partie technique et nous finirons cette présentation avec l'aspect juridique de Credipto. Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous passionnés par la crypto-monnaie. La force de notre équipe repose sur le fait que nous avons tous des domaines différents, ce qui apporte un gain d'expérience au projet. Nous avons une personne dans la big data, une personne dans la cybersécurité, dans la gestion de projet et la finance. Je vais laisser François prendre la suite. Merci. Alors, pour notre problème, nous, on est parti d'un postulat simple, c'est que n'importe qui peut créer une crypto-monnaie, n'importe qui peut manipuler le marché avec la crypto-monnaie qu'il vient de créer, et n'importe quel investisseur peut perdre de l'argent en investissant sur de mauvaises crypto-monnaies. La solution, elle est simple, une application web qui permet de noter des crypto-monnaies en fonction d'indicateurs précis et nouveaux, comme le niveau de l'équipe, les commits, les vitesses de transaction, les frais annexes, etc. Et donc, chacun peut se faire son propre avis sans que l'on donne aucun conseil en investissement par la suite. Le produit, le voici. Voici un exemple de ce que cela peut donner à la fin. Et sur la gauche, les exemples de crédibilité, enfin, je veux dire d'attributs, d'indicateurs, merci Grégory, que l'on va donner pour notre projet. Le rang qui est calculé en interne parmi beaucoup d'indicateurs présents sur le site, le niveau de l'équipe, l'engouement sur le projet par rapport aux réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que le projet, est-ce que la crypto-monnaie peut être burn ou mint? Je manipule par là des manipulations de marché, justement. Ou, encore une fois, le niveau de développement parmi les commits sur GitHub, par exemple. 2460 milliards, c'est bien la capitalisation boursière globale du marché des crypto-monnaies en 2021. Et c'est donc sur ce domaine-là qu'on a décidé d'implémenter notre projet Credipto. Alors, la taille du marché, on l'a divisé en 3 morceaux. 221 millions, c'est le nombre de détenteurs de crypto-monnaies dans le monde en 2021. Parmi ceux-là, on considère 70 millions de personnes en tant que traders. J'entends par là, traders, c'est des personnes qui vont faire des échanges réguliers de crypto-monnaies. Et encore parmi ceux-là, 40 millions sont donc des amateurs, traders et détenteurs de crypto-monnaies. Et c'est sur ce marché de niche, donc c'est sur ces 40 millions que l'on va nous implémenter, qu'on va implémenter le projet Credipto dans un premier temps. Et je vais laisser Loris prendre la parole pour la suite. Merci François. Donc pour cela, on a pensé à un business model qui s'articule autour de 2 axes stratégiques. Le premier, c'est la proposition d'un abonnement à 4,99 € qui permet d'avoir l'accès à la totalité des crypto-monnaies et à la totalité des indicateurs, car dans sa version gratuite, l'application ne proposera qu'un nombre restreint de crypto-monnaies et d'indicateurs qui changera tous les mois. Et aussi, nous proposerons un emplacement privilégié pour les crypto-monnaies, donc comme une annonce, ça sera explicite sur notre site que c'est une annonce pour les crypto-monnaies afin qu'elles puissent mettre en avant leur projet et avoir plus de visibilité sans que cela influe sur notre notation et les indicateurs. Alors, au niveau de nos concurrents, on en a défini 3 ici. CoinMarketCap, qui est le numéro 1 que vous connaissez peut-être, qui fait de l'affichage brut de données. Quand on va sur leur site, concrètement, on n'a que des chiffres. Alors, nous, comment on se place par rapport à eux? On va traiter ces données, pouvoir même peut-être les récupérer, les utiliser et donner à nourrir en ressources à nos indicateurs. En deuxième, on a Cryptos, qui est un média de crypto-monnaie et qui fait des fiches d'analyse de crypto-monnaie tous les ans. Comment on se place par rapport à eux et un petit peu comment on se place par rapport au 3e concurrent ici, Coin24, qui étudie les crypto-monnaies les plus prometteuses chaque année. C'est qu'en fait, Cryptost et Coin24 font des snapshots. J'entends par là, ils vont prendre une photo à un instant T dans l'année en disant voici la crypto-monnaie, comment elle est, comment elle peut évoluer, etc. Et nous, en fait, on veut automatiser ce processus et pouvoir justement le faire évoluer
de manière totalement automatisée pour avoir tout le temps une vraie donnée sur notre site. J'ai parlé donc des concurrents, maintenant on va parler des partenariats. Deux stratégies qu'on a mis en place pour l'instant. Au niveau des influenceurs sur les deux plateformes les plus recensées pour les crypto-monnaies, donc Twitter et YouTube. Et pourquoi pas une stratégie de partenariat sur des crypto-monnaies clés en main. Alors qu'une crypto-monnaie ici, Elrond, offre une blockchain très évolutive, nouvelle. En tout cas, elle a fait peau neuve il y a quelques mois. Et une startup, une ancienne startup qui n'est maintenant plus une startup, Just Mining, qui est une entreprise française autour donc de la French Tech, comme le disait Monsieur Carrasco tout à l'heure. Et Just Mining donc donne des clés en main, enfin je veux dire voilà, des processus crypto-monnaies clés en main pour ces utilisateurs ultra orientés amateurs. Voilà. Au niveau de nos avantages, comment on se place par nos concurrents encore une fois? Donc, on va pouvoir utiliser leurs API, comme par exemple CoinMarketCap. On va pouvoir récupérer les données, les affichages bruts qu'ils donnent sur leur site, et on va pouvoir les traiter. Le projet est également innovant car aucun site similaire n'a déjà été créé qui reprend de nouveaux indicateurs autres que seulement des chiffres, entre guillemets. L'adoption, on est en pleine adoption du marché des crypto-monnaies. Une application web facile, épurée et simple d'utilisation, et le minimum valuable product qui peut être développé rapidement et mis en place rapidement également. Et enfin, une évolution du projet qui offre un panel d'évolution très large. On peut imaginer beaucoup de choses derrière, des portefeuilles, des ICO. Il y a énormément d'évolutions qui nous sont offertes dans le futur. En effet, oui, oui, je pardon. reprends là. En effet, comme l'a dit François, il y a beaucoup d'évolutions possibles dans ce projet. La première, qui est la suite logique de notre projet, est la diversification de notre offre. On peut imaginer 3 offres, une standard, premium et professionnelle qui donne accès à différentes fonctionnalités. On peut aussi imaginer la mise en place d'une API qui permettra à d'autres systèmes de venir se nourrir de nos données, de nos calculs ou de notre scoring. Et enfin, on peut aussi imaginer que des crypto-monnaies, des détenteurs de crypto-monnaies puissent soumettre un dossier afin qu'on les audite pour affiner les indicateurs qu'on met en avant sur eux et pour pouvoir, si le projet le permet, mettre un label Crypto qui deviendra un gage de qualité pour la crypto-monnaie. Ensuite, pour la partie technique, on est sur une idée de projet qui est largement réalisable parce qu'on va être sur évidemment de la récupération et du traitement lié à la donnée et beaucoup d'utilisation d'API, donc ce qui se fait déjà énormément aujourd'hui. On peut aussi se baser sur des technos très connus avec beaucoup de supports qui vont nous permettre d'être à jour très rapidement sur la donnée parce que l'objectif sera de présenter de l'information et l'information, elle se devra forcément d'être correcte et rapidement à jour pour les utilisateurs. Pour ce qui va être du stockage, on va partir sur des technologies NoSQL et des bases de données orientées vers des gros volumes de données pour pouvoir correctement décider les résultats des indicateurs et avoir une base dans le temps. Et finalement, pour ce qui sera de l'hébergement, on fera attention d'avoir évidemment un hébergement sensible à la RGPD et ses règles pour protéger déjà d'une part les utilisateurs et aussi permettre une utilisation de l'application, mobile ou non évidemment, le plus fluide et le plus disponible possible. Il reste 1 minute 20. Et on va laisser Christophe terminer sur cette partie-là. Oui, alors pour mener à bien ce projet, nous avons choisi de créer une SAS au capital de 40 000 €. L'apport en capital des associés sera équivalent et donnera le droit au même nombre d'actions. Nous avons identifié plusieurs problèmes juridiques. Déjà, la frontière du conseil en investissement. Les sources de droit viennent à la fois du code monétaire, du code civil et de la jurisprudence. Donc, dans la première année, il serait un peu lourd de se lancer dans des conseils en investissement, sachant qu'on n'aura pas un pôle juridique assez conséquent. Donc, nous ne ferons pas de promesse de gain et nous n'aurons pas besoin d'agrément PESAL. Deuxièmement, pour ne pas être dans le dol sur notre notation, nous devrons être assez transparents sur les données que nous avons à utiliser, avoir des critères objectifs et éclairés et un calcul pragmatique. Sur 3 ans, nous prévoyons d'avoir un taux de marque hors rémunération de 82%. Nous recruterons chaque année l'équivalent de notre masse salariale de N-1 et nous prévoyons une progression du chiffre d'affaires de 50% par an.
en débutant à 646 000 et en atteignant le 1,5 million à N+2. Comme je viens de vous le dire, nous multiplierons notre masse salariale chaque année. Nous aurons alors un coût brut de cotisation hors cotisation sociale de 96 000 en N et de 500 000 en N+3. La force de travail étant notre principale charge de travail. Pour ce qui est de la rémunération des dirigeants, ayant tous travaillé plus de 2 ans, nous utiliserons nos droits de Pôle emploi dans les 2 premières années, puis nous rémunérerons 5 000 € bruts par mois. Voilà. Et à toutes ces charges, l'entreprise devra s'acquitter des 50% de cotisation patronale. Désolée de vous couper. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Écoutez, on était pile poil dans les 10 minutes. Voilà, on a entendu la voix d'Audrey au moment où vous donniez les derniers mots. Donc, c'est une belle synchro à quelques secondes près. Merci pour votre présentation. Je vais donc passer maintenant la parole au jury qui a 5 minutes à son tour pour vous interroger, vous soumettre les questions que votre présentation aura générées. Voilà. Qui veut démarrer? Qui a une première question peut-être? Je veux bien démarrer. Bonjour, donc merci pour votre présentation. Vous avez mis en avant comme différenciant le fait de fournir une analyse continue des diverses crypto-monnaies. Est-ce que la valeur, disons, faciale d'une crypto-monnaie évolue rapidement pour justifier une analyse continue et non pas un screenshot comme font d'autres concurrents? Alors, si je peux me permettre de répondre. Alors, en effet, il y a certains indicateurs qui vont pas avoir besoin d'un refresh, on va dire, toutes les 10 secondes, par exemple. Il y a certaines données qui vont être fixes et figées dans le temps. Ces données-là, on va les récupérer une fois. On va les afficher sur le site, les traiter. Et par contre, il va y avoir d'autres données qui restent toujours importantes. Tout à l'heure, je parlais de CoinMarketCap qui fait de l'affichage brut de données. Il y a quand même certaines données qu'on va afficher brutes, comme par exemple le prix, qui peut parler à tout le monde pour différents cas. Le prix ou par exemple la capitalisation globale d'une crypto-monnaie, le market cap, c'est quelque chose qui peut parler. Même si on va quand même pouvoir le traiter, le market cap évolue tous les jours, le prix évolue tous les jours. Donc ces données-là, oui, on a besoin de les récupérer régulièrement, mais c'est pas le cas de d'autres données qu'on va, oui, en effet, comme vous le disiez, récupérer qu'une seule fois, où on n'a pas besoin de l'actualiser régulièrement. Ouais. Merci. Merci pour la question. Oui, bonjour, j'avais une question sur vos abonnements. Je n'ai pas compris 4,99 par si c'était annuel, mensuel. Qu'est-ce qu'on paye c'est quoi le prix en fait? Non, les 4,99, donc c'est un abonnement mensuel et ça donne l'accès à l'ensemble des crypto-monnaies sur le site web, car lorsqu'on ne paye pas, on est comme dans une version d'essai où on n'a accès qu'à 5 crypto-monnaies qui vont changer tous les mois et avec des indicateurs restreints eux aussi. D'accord, bon après j'ai compris qu'il y avait des progressions, on peut avoir des formats d'abonnement plus professionnels. Des crypto-monnaies, j'ai envie de dire, ils s'en créent peut-être pas tous les jours, mais presque. Voilà. Comment vous faites pour suivre tout ça, toutes ces évolutions, celles qui apparaissent, qui disparaissent comment ça fonctionne? Alors, plusieurs points. Le premier, on va dire, alors en effet, il y a quand même beaucoup de crypto-monnaies qui se créent tous les jours. Maintenant, il y a beaucoup, alors ce qu'on appelle, ce qui est appelé dans le milieu un shitcoin, par exemple. Ce genre de crypto-monnaie est là uniquement pour récupérer de l'argent, tel un scam, on va dire. Nous, déjà, on va faire un point sur pouvoir traiter ces scams, les éliminer de notre site, ne pas les référencer ou alors les référencer en tant que tels, en disant clairement qu'on estime que c'est un scam. Deuxième chose, si par exemple, on a en effet plusieurs crypto-monnaies, on a un pool de crypto-monnaies, on va essayer d'en récupérer donc un maximum. Pour les récupérer, alors il y a déjà un très bon filtre qui est CoinMarketCap, en fait notre concurrent numéro 1. C'est pour ça qu'on veut utiliser beaucoup notre concurrent. Alors c'est l'avantage d'utiliser un concurrent, c'est que finalement ce n'est plus un concurrent par la suite. Mais
pour s'inscrire sur CoinMarketCap, qui est la référence numéro 1. Donc, beaucoup de crypto-monnaies veulent s'inscrire sur ce site. Il y a déjà tout un processus. Il faut un site Internet, il faut une adresse mail, il faut une société, etc. Donc, ça va être, on va déjà beaucoup plus limiter ce tri déjà de crypto-monnaies-là. Et donc, voilà, on va essayer d'en récupérer quand même un maximum. Le but, c'est de ne pas avoir peut-être pas la totalité, mais au moins les plus prometteuses, en fait, en faisant les différentes analyses, voir quelque part les pépites, en fait, hein, qu'on pourrait trouver sur les nouvelles crypto-monnaies qui sortent. Merci. Ça m'amène une question. Est-ce que les indicateurs de cette crédibilité que vous donnez sont publics? Est-ce que vous allez les donner? Si oui, qu'est-ce qui empêcherait effectivement de les reprendre et de contourner le système? Et sinon, qu'est-ce qui rend crédible vos propres indicateurs de crédibilité? Alors, oui, pardon. Comment vous allez justifier la note, l'appréciation que vous allez donner à une crypto-monnaie pour qu'on ait confiance dans le site qui donne confiance? Voilà, c'est un peu Alors, en effet, nos indicateurs vont être publics puisqu'ils vont être affichés sur le site avec l'abonnement. Maintenant, ce qui va empêcher la copie, ça va être notre calcul qui va être réalisé en interne. Donc, en fait, on va donner une note globale déjà. Cette note globale, c'est un petit peu comme la recette de Coca-Cola. On peut à peu près savoir ce qu'il y a dedans, mais pas à quel pourcentage. Donc, on va forcément mettre les indicateurs qu'on utilise sur notre site à l'intérieur de ce calcul. Mais comment il va être calculé derrière, on va le garder forcément secret. Comment donner la crédibilité? En fait, nous, le temps est largement écoulé. Hein. Je suis désolée, je vous ai laissé parler pour la première partie de la question. Mais là, du coup, je suis obligée de vous arrêter. Très bien, pardon. Merci. Merci donc à vous tous, l'équipe Credipto. Merci aux jurés qui ont posé des questions et qui du coup vous ont permis de donner un petit peu plus de détails et d'en dire encore un peu plus que les 10 petites minutes de tout à l'heure. C'était vraiment ça. Vous avez été très bons et on imagine que les prochains projets qui vont être présentés vont être au moins aussi bons. Donc, bravo d'avoir été les premiers, d'avoir eu le stress et le trac des premiers. On va vous demander donc maintenant de revenir. Vous allez revenir dans la salle en tant que spectateur et on va demander à l'équipe Egoki de lever la main pour que Audrey puisse vous faire basculer en mode présentation, s'il vous plaît. Alors. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Il y avait plein de questions, mais c'est intéressant. Prochain tour. Ouais. Non, mais il y a une partie qui a été répondue. En fait. On creusait tous à peu près les mêmes. Après, il reste une solution simple, c'est de les incuber à l'acide rouge. C'est l'autre option. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Bonjour. Alors. On ne vous voit pas en revanche. Hein. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, impeccable. Vous voyez mon écran également? Oui. Oui, absolument. La presse est partagée, c'est nickel. Donc, on va laisser Audrey être la gardienne du temps. Voilà, c'est parti, vous avez 10 minutes. Très bien. Alors, bonjour, je vais vous présenter le business plan de mon projet d'entreprise qui s'appelle Egoki. Je n'arrive pas. Ok. Alors, Egoki est né du constat que les combinaisons en néoprène destinées à la pratique de sports nautiques tels que le surf, le kitesurf ou même la plongée sont très polluantes car elles sont issues du pétrole et en fait après elles subissent, le pétrole subit une dizaine de transformations pour arriver au néoprène qu'on connaît. Et le problème risque de s'aggraver puisque, pour prendre l'exemple du surf, la Fédération française de surf a constaté 100% d'augmentation des licenciés en une décennie, passant de 10 000 licenciés en 2011 à 100 000 licenciés en 2021. Donc, Egoki sera une marque de combinaison de surf et de kitesurf destinée à des pratiquants soucieux de respecter leur environnement tout en pratiquant leur sport. Le but d'Egoki sera donc de réduire l'impact écologique de la production et de la consommation des combinaisons en néoprène.
Les combinaisons Egoki seront éco-responsables, adaptables et customisables, puisqu'en effet, nous n'utiliserons pas de néoprène et nous allons le remplacer par du bioprène, qui est un mélange d'EVA, de canne à sucre, d'huile végétale non alimentaire et de coquilles d'huîtres. Les manches et les jambes seront détachables afin de permettre aux surfeurs ou aux kitesurfers d'adapter sa combinaison à toutes les conditions météorologiques ou à sa pratique. Et enfin, le pratiquant pourra customiser sa combinaison selon ses goûts grâce à une application. Donc, concernant la faisabilité technique du produit, le matériau existe déjà. Il est fourni par une entreprise française de combinaison de surf qui s'appelle Sourouz. Concernant la détachabilité des manches et des jambes, je travaille actuellement avec un ami qui est étudiant en ingénierie des nouveaux matériaux et qui est également passionné de surf. Il est notamment sponsorisé par Picture, une marque également de surf. Et selon lui, il n'y a aucun souci pour trouver une technique permettant l'étanchéité des endroits qui seront détachables. Je souhaite également créer une sorte de technologie permettant au client de créer sa combinaison de manière interactive en 3D sur le site, comme le fait déjà Scène par exemple. Et j'aimerais également permettre au client en fait, de venir dans le shop et de créer directement la combinaison sur un logiciel un peu plus poussé. J'ai donc pour projet de créer mon premier prototype pendant ce semestre que j'effectue à l'école de design de Cagnes-sur-Mer. Concernant la partie juridique, je pense qu'il faudrait qu'on reste sur une SARL puisque le but est vraiment d'axer sur la production locale et le travail artisanal. De plus, si notre système en fait, d'étanchéité, de fermeture fonctionne et est vraiment innovant, je pense qu'il faudra qu'on dépose un brevet pour protéger cette innovation. Et le seul risque qu'on pourrait rencontrer, ce serait sur la partie commande de notre produit, puisqu'on va beaucoup travailler en précommande pour éviter de surproduire pour rien. Et donc, du coup, si la personne annule sa commande au dernier moment, il faudra quand même qu'elle participe en payant une partie, puisque ça responsabilisera le client. C'est déjà le cas pour d'autres situations. Par contre, pour les moyens humains, donc je vais avoir besoin de couturiers, d'un ingénieur, de vendeurs et de directeur marketing. Pour les couturiers, je suis déjà en contact avec 2 personnes. L'ingénieur, donc je vous en ai déjà parlé. Et pour la direction marketing, je pense pouvoir m'en charger et trouver un vendeur n'est pas une chose très compliquée, surtout sur les régions qui pratiquent des sports nautiques. Pour les maillots matériels, je vais avoir besoin de bioprène, de fils recyclés, de colle sans solvant et de laine mérinos. Et pour les outils de travail, c'est vraiment rien de très grave. Tu vois qu'il y a une petite coquille. C'est une surjeteuse, des outils de découpe et des ordinateurs. Donc, concernant les potentiels du projet, en termes de relations humaines, je pense que le projet pourra fédérer une vraie communauté, car déjà, toutes les personnes qui pratiquent des sports nautiques ont quand même un amour pour l'océan et sont plus sensiblement engagées dans la protection de l'environnement en général. De plus, le bouche à oreille pourra vraiment fonctionner dans ce genre de sport et dans ce genre d'endroit. Donc, je sais que moi, habitant sur la côte basque, je sais que le bouche à oreille fonctionne très bien. Et je prévois aussi des événements de sensibilisation où, par exemple, on pourra ramasser des déchets, sensibiliser au néoprène, ou même des ateliers en collaboration avec des artistes ou d'autres marques qui pourront créer une sorte de communauté autour de la marque. Pour ma part, je surfe depuis environ 7 ans et j'ai une grande partie de mon entourage qui surfe au travail dans ce domaine. Je suis également engagée dans la protection de l'environnement et des océans et je réalise une veille concurrentielle sur les autres marques pour me tenir au courant. Concernant le potentiel commercial d'Egoki, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent consommer responsablement, notamment dans le monde des sports nautiques. Et concernant, par exemple, le fait qu'on commence par la côte basque ou les Landes, c'est un choix vraiment pour tester le produit, mais aussi parce que c'est là où se concentre le plus de surfeurs ou de pratiquants de surf nautique en France. Donc, ça serait vraiment un moyen d'aller directement vers le client. Et le projet a un vrai potentiel puisqu'on pourra le développer sur toutes les zones de surf ou de kitesurf, que ce soit en France, par exemple dans le sud-est de la France, dans l'ouest, en Bretagne, ou même au Portugal, en Océanie ou aux États-Unis.
Et le potentiel technique est énorme, car notre innovation en fait, pourra permettre d'attacher n'importe quel accessoire à sa combinaison, par exemple une cagoule en hiver ou un trash bag pour ramasser des déchets, mais ça pourra aussi permettre aux autres marques de s'inspirer de notre projet. Concernant le marché, il semble que l'envie et le besoin de consommer de manière éco-responsable soit très urgente, que ce soit pour la planète ou pour les humains. De plus, nous évoluons dans un marché où tout se customise, c'est-à-dire que ce soit votre téléphone, l'intérieur, l'extérieur, la voiture, nos vêtements, on a envie de tout customiser. Donc, c'est vraiment un potentiel réel. Et quant à l'adaptabilité, ce n'est pas vraiment un besoin qui existe chez le consommateur aujourd'hui, mais je pense qu'une fois qu'ils y auront goûté, ils ne pourront plus s'en passer. Le marché devrait représenter environ plus d'1 million de personnes en prenant les chiffres des surfeurs et des kitesurfers en France. Les combinaisons du coup, permettront aux consommateurs de faire des économies d'argent, d'espace, mais aussi de les sécher plus rapidement puisqu'elles seront en partie détachées. Le consommateur n'aura pas l'occasion de se lasser et en plus de ça, il agira pour l'environnement. Concernant les prix sur le marché, le prix acceptable est de 375 € puisque la combinaison la moins chère est à 50 € et la plus chère à 700 €. Concernant nos concurrents, il existe des grandes marques historiques comme O'Neill, Rip Curl, Billabong ou même Quicksilver. Leurs avantages sont principalement leur ancienneté et leur part de marché, mais des marques comme Patagonia, qui sont bien plus axées sur l'éco-responsabilité, sont parvenues quand même à trouver leur place sur le marché. Et il existe 2 marques françaises auxquelles Egoki pourrait directement se comparer, qui sont Sen, qui proposent des combinaisons éco-responsables et customisables, mais à un prix quand même de 380 € minimum, et Sourouz, qui propose des combinaisons responsables en dessous de 300 €. Grâce à l'étude de marché que j'ai menée en novembre, j'ai pu identifier parmi nos 120 répondants que 117 étaient prêts à acheter nos combinaisons et que 100% des 39 femmes ayant répondu étaient prêtes à acheter nos combinaisons. Ces personnes avaient entre 18 et 60 ans et les critères importants qui sont ressortis sont la robustesse, le design, la flexibilité, le confort et la chaleur. Et aujourd'hui, pour une combinaison 3-2 mm classique, ils payent 266 €. Nous allons nous fournir chez Sourouz en France pour le bioprène et chez Aquafil en Italie pour l'éconil. Nous allons pouvoir faire aussi des partenariats avec des surfeurs ou des influenceurs surfeurs, mais aussi participer à des événements tels que la journée de la glisse, par exemple, en Anglette, ou avec des organismes comme Surfrider Foundation. Concernant la partie financière du projet, nous avons fait des calculs. Donc, je vais vous expliquer pour la première année, c'est sensiblement pareil pour les autres années. Donc, les ventes nettes de la première année comptent les 800 combinaisons vendues au prix de 295 €, ainsi que les 250 combinaisons louées durant les 3 mois de haute saison à 10 € par jour. Les frais de vente prennent en compte la création du site internet ainsi que le budget de communication équivalent à peu près à 10% des ventes. Les frais généraux administratifs comprennent le loyer, l'électricité, le téléphone, l'assurance des locaux, et les autres frais prennent en compte l'aménagement des locaux. Enfin, les frais financiers comprennent le remboursement de notre emprunt, et les années suivantes, les ventes intègrent la vente de parties détachées qui augmenteront, ainsi que la vente et la location qui augmenteront également. Egoki est une marque qui se veut éthiquement responsable et elle mettra l'accent sur l'augmentation des salaires de ses employés et non pas sur l'augmentation des prix. De plus, en restant sous la barre des 300 €, on permet vraiment de rester accessible à notre clientèle et même aux étudiants d'investir dans une combinaison responsable en ayant du style. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et je serai prête à répondre à vos questions. Et ça fait exactement 10 minutes tout pile. Félicitations. J'ai pas osé vous couper, vous avez tellement parlé que j'ai pas osé vous dire il y a 2 minutes. Mais c'est impressionnant, 10 minutes tout pile. Hein. Bravo. Bon, ben, c'est très bien. C'est la preuve aussi que l'entraînement, ça apporte ses fruits, que ce soit en surf ou en pitch. Donc voilà, maintenant, c'est au jury qui a tout à l'heure manifesté le fait que 5 minutes, c'était très frustrant. Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi un peu la règle du jeu. Il y a un peu plus de temps au final. Hein. Voilà, pouvoir poser des questions peut-être plus incisives, voire qui vous mettent plus en difficulté. Donc voilà, je laisse la parole au jury pour les 5 minutes. Qui a une première question? Je suis frustré de... Allez, vas-y. Vas-y. Alors, rapidement, bravo pour la présentation, elle était claire, effectivement. J'ai 2 questions qui sont un peu liées. C'est vous donner un prix que vous estimez finalement par rapport
à une moyenne entre ce que vous constatez sur le marché. Pour autant, vous êtes en prototypage. Comment est-ce que vous avez estimé votre prix de revient, c'est-à-dire le coût de production versus le bénéfice que vous vouliez faire pour arriver à ce prix cible, si j'ai bien compris, de 300 €? C'est ma première partie de question. Et ma deuxième, c'est en termes de distribution. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre objectif, même si votre business, c'est de la location et de la vente. Ça veut forcément dire qu'il y a une distribution que vous imaginez. Et là, vous avez un petit peu fait l'impasse sur ce point-là. Ouais. C'est les deux points que j'avais. Alors, pour la première partie de la question, ça a été des calculs assez compliqués parce que du coup, on a vraiment on a mis des nombres sur chaque partie de la combinaison. Donc, on a calculé le nombre de mètres de bioprène qu'on aurait besoin, le nombre de mètres de fil, etc. Donc, on s'est renseigné sur les prix du bioprène, puisque là, je suis en contact du coup avec Sourouz, cette marque qui crée donc des combinaisons et ce matériau. Et donc, pour une combinaison totale, on serait sur un prix, si on prend juste, par exemple, une fermeture zip sans penser au côté étanche, on est sur 160 € pièce. Donc, c'est sans prendre en compte le fait qu'on puisse, par exemple, calculer dans une pièce de bioprène une manière d'optimiser, parce que ça, on va travailler ça avec un couturier, même un patronneur, puisque c'est vraiment un métier. Donc ça, on a calculé comme ça, et donc on a fait une marge qui n'est pas non plus énorme, c'est un peu plus de 100 € de marge, mais au final, il faut prendre en compte aussi les salaires, etc. Et pour la distribution, donc en fait, le principe vraiment, ce serait de créer dans l'idéal un shop où donc le consommateur va pouvoir venir rapporter ces vieilles combinaisons, puisqu'on prévoit aussi de faire du recyclage et de l'upcyclage des anciennes combinaisons. Donc aussi, ça sera une partie qui nous permettra de financer nos produits, puisque en fait, en récupérant des parties et créer par exemple je sais pas, un petit sac à dos pour sa combinaison, ce genre de choses, ça permettra aussi de financer. Donc la distribution se fera pour le départ uniquement dans notre shop. Et sur notre site internet. Et donc, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est la première année, lancer le site et travailler localement et laisser, par exemple, 20% de notre production à l'exportation pour voir si, effectivement, ça prend pas. Et une fois que je vois que ça prend, ben, pourquoi pas ouvrir un autre shop, mais toujours avec un point de vente physique. Parce que pour les essayages, etc., je trouve que c'est mieux, surtout dans le domaine des combinaisons surf. Bien, merci pour votre réponse. Est-ce que vous pouvez, bonjour, Laurent Masson, incubateur PACAST, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que votre principal concurrent vous fournirait votre principale matière première? Justement, parce qu'eux aussi sont dans une démarche d'éco-responsabilité. Si vous allez sur leur site, en fait, ils expliquent qu'ils voudraient que toute l'industrie du surf, qui aujourd'hui produit toutes les marques de surf aujourd'hui produisent leurs combinaisons chez Sheiko. Donc, c'est une usine en Asie. Qu'elle soit éco-responsable ou non, elle passe par cet endroit-là, ce qui est problématique. Et donc, Sourouz souhaite donner la possibilité à toute personne qui veut créer sa marque d'avoir accès à ce matériau-là. Évidemment, ils le vendront à leur prix à eux. Et comme ils sont pour l'instant en monopole sur ce marché, ils peuvent fixer les prix qu'ils veulent. Donc, je pense que pour eux, ça ne leur... ça leur apportera pas préjudice en fait, de vendre cette matière première, puisque chaque combinaison est différente et qui sont déjà installées sur le marché depuis quelques années. Est-ce que je peux poser une autre question? Bien sûr. Il reste encore 40 secondes. Alors, je vais faire vite. Vous nous avez parlé de chiffre d'affaires. Je n'ai pas entendu la partie financement, c'est-à-dire les fonds propres. Vous avez parlé d'un emprunt, mais je n'ai pas entendu le montant. Oui, alors, en fait, j'ai plusieurs solutions de financement. J'aimerais faire un prêt, ça c'est sûr, de 200 000 € pour être sûr de couvrir en fait, les matières premières de la première année. Et après, on va effectivement faire une campagne de crowdfunding. C'est ce que Senmocen, un de nos principaux concurrents, a fait et ça a très, très bien marché. Et après, demander les aides, les subventions des régions, parce que je sais que la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, est très engagée pour la préservation de ses côtes. Et donc, les projets qui ont une envie en fait, de respecter la nature les intéresse. Et il y a aussi la fondation Eurocima anglaise qui
fait des appels à projets chaque année sur des projets innovants sur l'industrie du surf. Donc, vous pouvez aussi apporter du financement. Et c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci donc pour cette présentation du projet Egoki. Sophie, on a plus l'habitude de surfer sur le web avec vous, on surfe pour de bon, donc c'est intéressant, c'est rafraîchissant et puis en même temps, c'est un vrai projet d'entreprise, donc bravo. On va demander donc maintenant à l'équipe suivante de lever la main pour pouvoir être invité. C'est les héros du compost. Donc ça, c'est une véritable aventure, rien qu'avec un nom comme ça. Donc, si vous êtes déjà en capacité de pouvoir attaquer la présentation, surtout, n'hésitez pas. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes toute seule pour présenter aujourd'hui? oui, Ousra n'est pas là malheureusement, du coup, je suis toute seule aujourd'hui. Est-ce que vous voyez... Hop, On voit les slides, Justine. je vais mettre en plein écran. Voilà. Vous voyez bien en plein écran et vous m'entendez, c'est tout bon? Oui, parfait. Voilà, 10 minutes, et donc c'est comme toujours hein, Audrey qui est la gardienne du temps et qui vous dira tout à l'heure. Mais les 10 minutes sont écoulées. Ok, super. Merci beaucoup. Bon, eh bien, bonjour à tous. Je vais donc vous faire la présentation du business plan de Héros du Compost. Alors, je suis Justine Biasi, je suis de Schema Business School et je réalise actuellement le master en entrepreneuriat et design durable. Et je suis normalement accompagnée de Yousra qui n'est pas là, qui fait également le double diplôme, mais elle est vraiment designeuse, elle vient de l'école de Sustainable Design School. Nous sommes certes avec une formation très différente, mais nos profils sont assez complémentaires. Alors, au fur et à mesure de la présentation, nous allons parler de 7 parties que vous découvrirez au fur et à mesure. Et avant de rentrer dans les détails de Héros du compost, laissez-moi vous parler un peu plus du compostage de manière générale. Alors, le compostage, cela consiste tout simplement à redonner à la nature ce qu'elle nous a offert. Et comment ça marche? En fait, nous pouvons récupérer nos biodéchets, c'est-à-dire les déchets verts issus de nos jardins, c'est-à-dire les feuilles, les branchages, mais aussi les déchets de cuisine, de préparation de repas, les fins d'assiette, les épluchures. Ensuite, ces biodéchets, nous pouvons les déposer dans des composteurs, c'est-à-dire des boîtes qui sont là pour permettre la décomposition en matière végétale de ces biodéchets. Une fois décomposés, ça met entre 5 et 10 mois, ces biodéchets se transforment en un compost, un engrais naturel qui est utilisé ensuite dans les potagers et qui permet l'enrichissement naturel des sols. Et donc cet enrichissement permet de faire pousser à nouveau nos fruits et légumes et la boucle est bouclée, on redonne à la nature ce qu'elle nous a offert. Ensuite, pourquoi Héros du compost? Parce qu'il y a 2 opportunités qui s'offrent à nous. Tout d'abord, en 2024, il y a la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui prévoit la mise en application de trier ces biodéchets à la source, y compris pour vous, y compris pour tous les foyers de France. Aujourd'hui, actuellement, ce sont seulement les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an qui ont à le faire. Mais donc, à partir de 2024, ça sera obligé. Donc, autant s'y prendre le plus tôt possible. Et aussi tout simplement d'un point de vue environnemental, parce que dans nos poubelles, il faut savoir qu'un tiers de la poubelle est composé de biodéchets et que ces biodéchets sont composés à 80% d'eau. Donc à partir de ce moment-là, on peut se poser la question, pourquoi vouloir incinérer ou enfouir ces biodéchets qui sont naturels et pourquoi polluer pour rien finalement. Ensuite, nous est donc venue l'idée des héros du compost, c'est-à-dire sensibiliser et éduquer tout d'abord les enfants d'école primaire, d'école, parce que ce sont eux qui vont créer notre futur et c'est eux plus tard qui auront à trier. Et s'ils n'ont pas les bonnes pratiques dès l'enfance, ça va être compliqué pour eux par la suite de les avoir. C'est pour ça que nous allons commencer à travailler avec eux, donc dès aujourd'hui jusqu'à fin mai pour le court terme. Comment est-ce que ça va se passer? Donc notre équipe de composteurs se rendra dans les écoles où elle fera des activités pédagogiques avec les enfants pour leur faire comprendre comment ça fonctionne et elle leur offrira un bioseau, c'est-à-dire une petite boîte hermétique qui sert d'intermédiaire entre la cuisine et le composteur. Vous m'entendez? Oui. Donc tu peux continuer. Donc boîte hermétique qui sert d'intermédiaire entre la cuisine et le composteur.
Ils amèneront ce bioseau chez eux ou avec leurs parents, ils pourront trier leurs biodéchets pour créer une certaine communauté autour du compostage, pour sensibiliser tout le monde. Ensuite, une fois plein, ce bioseau retournera à l'école où l'équipe de héros du compost le collectera pour l'amener dans le hub de compostage où dès lors il commencera le processus de transformation. Nous pourrons le normer pour ensuite pouvoir vendre le compost à des agriculteurs locaux, à des personnes sensibles et qui ont envie de créer un potager pour faire pousser leurs fruits et légumes. Et donc, la boucle est bouclée, les fruits créés pour ensuite retourner dans la boucle. Ensuite, à moyen terme, nous souhaitons sensibiliser et rendre acteurs d'autres entités, notamment les étudiants au sein des universités. Et nous travaillerons avec les CROUS, qui sont de grands producteurs de biodéchets, mais aussi avec les cantines d'entreprises qui sont aussi productrices de biodéchets. Bien sûr, à ça s'ajoute, on leur offrira cette formation, cette sensibilisation, à la fois aux étudiants et aussi aux collaborateurs au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent avoir leur bioseau, trier chez eux, ramener au sein de l'entreprise ou de l'école. Et pareil, Héros du compost le ramènera sur son hub pour ensuite pouvoir le revendre, etc. Et à long terme, si cela fonctionne bien, eh bien nous souhaitons tout simplement acheter un composteur électromécanique qui nous permettra d'accélérer la transformation. Au lieu de composter entre 5 et 10 mois, nous ne mettrons plus que 2 semaines et cela pourrait nous permettre justement de nous développer dans d'autres régions de la France par la suite. Concernant les moyens techniques, nous souhaitons déjà nous implémenter sur Sophia de Police et il nous faudra un terrain pour pouvoir y placer nos bacs de compostage, notre composteur électromécanique par la suite. Pour la partie collecte, nous allons débuter avec un vélo et un utilitaire électrique pour essayer de minimiser la pollution lors du transport des bacs à biodéchets. Nous allons ensuite créer un guide de compostage pour les enfants, les étudiants, les personnes sensibles et qui souhaitent utiliser notre service. Et enfin, créer des packaging pour vendre nos différents sacs de compost. Pour une technologie possible, nous pouvons mettre en place un compost-mètre. Alors, c'est une sonde qui permet de mesurer la quantité de CO2 qui est non rejetée finalement dans l'atmosphère, donc les bénéfices qu'apporte le compostage, mais ça pourrait également permettre aux enfants de suivre la manière dont le maître composteur l'entretient, c'est-à-dire ce compost-mètre serait placé dans le bac à compost et grâce à la sonde que vous voyez ici, elle pourrait être placée dans la maison de l'enfant et celui-ci pourrait voir comment le maître composteur l'entretient, c'est-à-dire s'il a besoin de rajouter de la matière humide, de la matière sèche, ça pourrait être assez ludique pour faire comprendre comment un compost évolue. La forme juridique de Héros du compost sera la SAS, tout simplement parce que ça permet d'employer des personnes plus facilement qu'une EIRL et parce que le président assimilé salarié peut recevoir une rémunération. Bien sûr, notre société sera qualifiée de mission car nous répondons à des objectifs sociaux et environnementaux clairement définis. Voilà, donc ça nous tient bien à cœur de le mettre en avant. Les moyens à mettre en œuvre, en termes de moyens humains, nous allons commencer avec un maître composteur et un business développeur pour développer l'activité. Le matériel spécifique, je vous les énonçais précédemment, et pour les moyens financiers, nous en parlerons un peu plus tard. Ensuite, concernant le potentiel du projet, alors nous souhaitons nous implémenter sur Sophia Antipolis, tout simplement car, comme vous le savez, c'est un lieu très dynamique où il y a de nombreuses entreprises, de nombreux étudiants, beaucoup d'écoles, notamment 12 écoles privées. Nous travaillons déjà avec une depuis aujourd'hui, justement. Et aussi parce que le service de collecte des biodéchets n'existe pas encore dans la région. En effet, aujourd'hui, sur le marché de la collecte et de la transformation en compost des biodéchets, sur Sophia Antipolis, il y a Univalom qui s'occupe de former les citoyens à ce qui est compostage. Il leur offre des composteurs, des bioseaux, mais ce sont aux citoyens de ramener leurs biodéchets sur le lieu dit et il n'y a ensuite pas de vente de ce compost. Donc, nous différencions d'eux, notamment par cette partie collecte et vente. Dans le reste de la France, nos principales concurrents sont les alchimistes et les moulineaux, qui font à peu près la même chose aussi, mais qui n'ont pas cette partie tant centrée sur l'éducation et la mise en pratique. Enfin, parlons finances. Alors, nos coûts pour la première année pourraient s'élever à environ 133 000 €, mais laissez-moi vous expliquer. Alors, dans ce montant, concernant le hub de compostage, ici, vous pouvez voir 32 000 €, mais il faut savoir qu'il y a 30 000 € qui est destiné au terrain si nous n'arrivons pas à trouver une personne
force sympathique pour nous trouver un terrain, pour nous fournir un terrain. Et justement, nous comptons mettre en place une campagne de crowdfunding pour pouvoir faire un appel de financement, mais en même temps, demander à des personnes touchées par notre projet, sensibles et qui veulent nous aider, s'ils seraient prêts à nous prêter une partie de leur terrain pour mettre en place Héros du Compost. Ensuite, concernant le financement du service client, par exemple, ici, il y a 18 900 €, qui est notamment dans l'achat de bioseaux ou de bacs à biodéchets. Ça peut représenter une somme gigantesque, mais c'est parce qu'il y a de nombreux... Si nous considérons un bioseau par élève, il y en faudrait pour une école au moins 300. Donc voilà, les prix augmentent vite. Et le personnel, bien sûr, ça reste un coût assez élevé, même pour seulement 2 personnes. Voilà, ensuite, vous pouvez voir que pour être bénéficiaire, en fait, cela dépend surtout du nombre de nos clients. Si nous nous restreignons seulement aux écoles, nous serions négatifs et ça ne pourrait pas être viable. C'est donc à nous de jouer pour justement essayer d'être convaincants, trouver le plus rapidement des sources de financement et travailler avec également des écoles, des universités, mais également des entreprises pour pouvoir nous aider à que cela fonctionne et permettre le bon développement de l'entreprise. Voilà, merci beaucoup. C'est parfait, il reste encore 13 secondes. Et ben voilà, c'est une optimisation du temps digne d'un cycle de compostage rapide. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc, maintenant, c'est au jury qui a entendu votre présentation, Justine, de pouvoir vous poser les questions. Qui a notre première question? Alors, bonjour, merci pour cette présentation qui était très claire. On est sur un projet très tendance. Comme dans votre projet, il y a une partie formation et éducation et que Univalom l'a fait déjà, est-ce que vous envisageriez d'être partenaire ou associé? Eh ben, écoutez, actuellement, je travaille justement, entre guillemets, avec un maître composteur là-bas. C'est avec l'un de ces maîtres composteurs que je me rends dans les écoles actuellement pour développer le projet, vraiment le mettre en place. Et donc, pourquoi pas, oui, par la suite, justement, travailler avec eux, même pour voir, oui, s'il est envisageable de collaborer, ça c'est certain. Ce sera à discuter. Parce que vous, votre fonds de commerce, c'est la vente du compost, finalement. Non, au contraire, c'est plutôt la partie collecte et location des équipements, parce que en soi, le compost, ça se vend très peu cher, ça coûte rien. Voilà. Et ça serait plutôt sur la partie collecte et location d'équipements que 70% du revenu serait généré. Mais qui va financer ça pour les écoles et les universités? Vous avez déjà posé la question? Comment ça financer? Vous voulez dire les coûts pour les... Après, si je travaille avec des écoles privées, après, ça serait dans leur budget. D'accord. Ça serait à elles de le payer. Et les écoles publiques, elles sont concernées ou... Les écoles publiques pourraient être concernées. Après, c'est un peu plus compliqué dans le sens où ça dépend des mairies. Du coup, il faudrait que j'aille négocier directement avec les mairies pour voir si elles seraient prêtes à payer le service de collecte. Mais étant donné que pour le moment, avec Univalom, cela ne se fait pas, ça peut être envisageable. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du prix qu'une école privée, du montant qu'une école privée vous paiera pour ce service? Oui, alors j'avais mis dans mes annexes, justement. Alors, une école privée, alors plutôt pour 12 écoles privées, ça me reviendrait, je gagnerais 45 600 €, on va dire, je gagnerais. Ils me payeraient, du coup, 45 000 divisé par 12, ça fait à peu près du 4 000 et quelques. Donc, le revenu de la vente aux agriculteurs, c'est... Vous allez le faire ou c'est quelque chose que vous avez... Ça, c'est à faire, mais étant donné qu'il faut... En fait, il faut déjà que j'essaie parce qu'il faut avoir une certaine quantité de compost pour pouvoir le vendre. Donc, tant que je n'ai pas essayé, je ne peux pas encore prévoir quelle quantité et à quel prix cela sera fixé. Merci. D'autres questions? J'ai peut-être loupé un point, mais comment vous gérez les questions de qualité sanitaire du produit?
Alors aujourd'hui, pour tout ce qui est vente de compost, en fait, il y a une norme sanitaire qui est à respecter, c'est la NFU 04451, si jamais vous allez voir. Et en fait, c'est un test à effectuer en laboratoire avec un échantillon du compost. On l'amène, il est testé et s'il répond à cette norme, il peut être commercialisé. Merci. Je ne sais pas s'il reste du temps. Oui, oui. Il reste 1 minute 30. Ouais. Ben voilà, oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous envisageriez, par exemple, que le compost produit par telle école, tout d'un coup, ait le logo de cet établissement et après soit peut-être commercialisé, je ne sais pas, auprès des parents ou tout ça, qui ont des plantes chez eux, ou, enfin voilà, bon, c'est une Oui, idée, ça... mais... Bah, c'est faisable, justement, les enfants pourraient être très fiers de voir que c'est grâce à eux qu'il y a ce compost aujourd'hui sur le marché, les parents pourraient être attirés, et puis je pense qu'au contraire, c'est une démarche collective qui se fait, donc pourquoi pas les mettre en avant, oui. Une dernière question peut-être? On a encore 40 secondes. Ouais. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il est prévu un tri des déchets qui seront apportés, notamment pour gérer les erreurs d'apport de matières qui ne sont pas du tout recyclables? Et comment gérer cet inconvénient? Oui, un tri est prévu. Alors déjà, si l'on met en place cela dans les écoles, il y aura toute une formation faite au sein des équipes pédagogiques, si c'est avec des enfants, mais aussi avec les enfants pour leur expliquer ce qui se met dedans, ce qui ne se met pas. Après, au niveau du hub de compostage, l'équipe de maîtres composteurs a aussi ce rôle de vérifier le contenu des biodéchets. Et dans tous les cas, c'est visible à l'œil nu la plupart du temps. Et après, c'est tamisé à la fin pour être certain qu'il n'y ait pas d'autres matériaux nocifs dedans. Merci Justine. Voilà, les 5 minutes du jury sont échues. Merci à vous. Vous avez complété la présentation par ces quelques éléments. Merci. Donc, on va vous demander de vous retirer en salle publique et puis on va demander à l'équipe L'Oxpert de lever la main pour que Audrey puisse les faire rentrer dans la salle de présentation. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Vous m'entendez bien? Oui, c'est nickel. Parfait. Nolan arrive. Bonjour. 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 Et bien voilà. Impeccable. Alors, là, vous étiez en partage écran. Ben voilà, c'est nickel. Donc, top départ, 10 minutes pour le projet L'Oxpert. Ça marche. Bonjour à tous et merci en tout cas d'être présents devant nous, de nous écouter malgré le distanciel. Nous allons vous présenter L'Oxpert, mais tout d'abord, présentons-nous. Donc, Vincent et moi sommes tous deux issus d'une formation d'ingénieur informatique où nous avons suivi un parcours orienté de développement et spécialisé en entrepreneuriat et en cybersécurité. Bien sûr, avec nos missions en entreprise et avec les différentes entreprises que Vincent a pu fonder, nous avons pu développer une complémentarité qui nous a amené à travailler ensemble. Merci Nolan. Tout d'abord, vous êtes-vous déjà demandé où était passé le commerçant encore ouvert le week-end dernier au coin de la rue, ou s'il existait une alternative à Amazon, cette solution si rapide, pratique et efficace? Si aujourd'hui nous vous disions et nous vous prouvions même que ces deux constats étaient liés. En effet, ils reposent tout d'abord sur nos habitudes de consommation. Les habitudes de consommation ont énormément changé ces dernières années, laissant place à des effets indésirables, impactant aussi bien l'emploi, l'économie ou l'écologie. Ces habitudes ont été métamorphosées par une adoption massive du digital. En seulement 10 ans, nous sommes passés de 15% à 85% des Français possédant un smartphone, doublant le nombre d'internautes et doublant le nombre d'acheteurs en ligne. Cela a forcément eu un impact sur la génération de revenus par le e-commerce. Comme vous pouvez le voir juste ici, certains pays ont réussi à profiter davantage de cette digitalisation et de cette puissance du numérique, notamment à travers l'utilisation mondiale de plateformes provenant de leur pays. Mais pourquoi la France est dernière et pourquoi générons-nous aussi peu de revenus?
Le constat est le même au sein même de la France, c'est-à-dire que la répartition des revenus est inégalement répartie, avec un quart qui proviennent de TPE-PME, alors qu'elles représentent 99,9% des entreprises françaises, soit 4 millions d'entreprises. Pourquoi n'arrivent-elles pas à se digitaliser? Malheureusement, elles manquent de moyens et de connaissances, nécessitant donc un investissement de temps ou d'argent, avec un accompagnement technique. Ou alors, elles ont besoin de temps pour chercher, étudier, comprendre et adopter une des nombreuses solutions présentes sur le marché. Laissant nos entreprises de côté, oubliant l'idée de se digitaliser et laissant nous questionner sur comment simplifier cette digitalisation et le rendre abordable. Pour cela, il faudrait être capable de fournir un outil simple et unique, permettant de digitaliser tous les aspects de son activité, de le faire en toute autonomie, d'investir selon ses moyens et sans ralentir l'activité et la croissance de son activité, et cela sans aucune compétence technique. Et cette solution, c'est l'Oxpert. Donc, l'Oxpert propose une plateforme qui cherche à revaloriser les relations de proximité. Nos utilisateurs qui seront des particuliers pour rechercher un professionnel, un produit ou même un service au plus proche de chez eux. Ainsi, à travers une plateforme unique, ils pourront gérer leurs commandes et leurs réservations. Donc maintenant, on va prendre un exemple simple. Je m'appelle Nolan, j'habite à Antibes et je recherche un producteur dans ma ville. Je me rends sur l'Oxpert et à peine arrivé, je vais pouvoir effectuer ma recherche via une interface qui est simplifiée. L'Oxpert va alors me proposer tous les producteurs de fruits et légumes de ma ville et je pourrai sélectionner sans influence celui qui me convient le mieux. De ce fait, je pourrai accéder à sa page vitrine et à sa boutique en ligne et il ne me restera plus qu'à passer commande. Maintenant, admettons que je recherche un produit précis. Il me faut une chemise blanche, absolument pour ce soir. Eh bien, je relance une recherche et là, l'Oxpert me proposera toutes les chemises blanches qui sont en vente dans ma ville, quel que soit le vendeur. Il me suffira de sélectionner ma préférée et de la commander. Dernière chose, j'ai oublié de faire l'entretien de ma voiture, encore une fois, et je dois rapidement faire ma vidange. Eh bien, pas de souci, parce que sur l'Oxpert, je peux aussi prendre rendez-vous en ligne. Donc, c'est ce qui clôture notre exemple. Bien sûr, cette plateforme sera accompagnée de son application mobile, parce que avoir accès à toute sa ville et à tous les professionnels qui la composent, c'est bien, mais y avoir accès constamment dans sa poche, c'est encore mieux. Du côté des professionnels, ceux-ci pourront profiter déjà de la visibilité que leur apporte la plateforme, de l'augmentation du chiffre d'affaires qui va avec, mais aussi et surtout d'une solution logicielle 360 qui leur permettra de gérer de nombreux aspects de leur entreprise, notamment les communications, le stock, leur agenda, les commandes et bien plus encore. Sur l'exemple de maquette qui va suivre, on va pouvoir voir par exemple une vue des commandes en cours sous forme de tableau Kanban en fonction du statut pour avoir une vision ordonnée des commandes. Et à ce titre, on va aussi avoir une interface propre à chaque commande qui va les aider dans des actions comme la préparation de celle-ci, mais aussi dans des actions de relation client comme envoyer un code promo personnalisé par exemple. Qui dit commande dit aussi produit et stock, choses qui pourront aussi administrer sur l'Oxpert. Donc maintenant, comment accéder à tout ça? Eh bien, ils devront souscrire à un de nos abonnements mensuels qui ont été faits pour les accompagner au mieux dans le développement de leur activité et pour répondre à leurs besoins. Donc ça va du forfait visibilité jusqu'au forfait qui permet d'amorcer sa croissance et de gérer plusieurs établissements à la fois. Merci Nolan. Parlons maintenant du marché et des attentes actuelles. Nous avons juste ici séparé volontairement notre matrice concurrentielle en 4 parties distinctes par souci de lisibilité et de précision. Alors concentrons-nous sur un extrait de 4 concurrents. Comme vous avez pu le comprendre, nous nous plaçons à la fois sur la vente de produits en ligne et sur la réservation de services en ligne, permettant une centralisation des besoins à la fois pour le particulier et pour le professionnel. De plus, il est selon nous indispensable de nous développer selon un axe de durabilité et d'avenir, en restant une entreprise 100% française, même dans le choix de ses prestataires, de solutions de paiement, d'hébergement de données et autres, mais aussi en adoptant un positionnement local et soucieux de son impact écologique, avec le choix du click and collect, mais aussi de la livraison à vélo ou de serveurs propres. Ces positionnements sont d'ailleurs tout à fait en adéquation avec les tendances du marché, car 90% des consommateurs sont plus que jamais préoccupés par la durabilité. Ainsi, pourquoi choisirait-il l'Oxpert et pourquoi maintenant? Comme vous pouvez le savoir et comme on peut le voir aujourd'hui avec le distanciel, nous sommes placés dans un contexte très particulier dû à la Covid-19, où plus que jamais nous mettons en avant le soutien des commerçants locaux. Nous devons les aider à se digitaliser et les accompagner pour amorcer leur croissance. De plus, l'Oxpert est tout à fait en adéquation avec les valeurs et les objectifs des Assises du commerce ou du plan France Relance. L'Oxpert est notre projet d'avenir et pour cela, nous avons un plan d'action très précis. Nous sommes tout d'abord accompagnés par différents profils
Et nous sommes en discussion active avec M. Leonetti, par exemple, ou la CCI, nous permettant de faciliter notre insertion auprès des commerçants. De plus, récemment, nous avons établi le contact avec M. Dumont, le directeur adjoint au cabinet d'État chargé à la transition numérique, qui souhaite nous rencontrer car il est intéressé et souhaite en savoir plus sur l'Oxper. Actuellement, nous comptons 3214 personnes qui se sont inscrites pour être tenues informées de la sortie de l'Oxper et 28 professionnels qui souhaitent souscrire à un abonnement suite aux interviews menées sur le terrain. Nous avons également un contact avec 2 influenceurs qui souhaitent mettre à disposition leur communauté par partage de valeurs et promouvoir gratuitement l'Oxper, ce qui représente une communauté globale d'environ 318 000 personnes. En complément de tous ces chiffres, nous avons utilisé les simulateurs Google, Facebook et LinkedIn Ads qui nous ont permis d'établir des simulations financières, dont voici un exemple. Bien évidemment, pour éviter de rendre cette présentation ennuyeuse, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va plutôt parler de la première année du lancement. Car pour financer le lancement de l'Oxper et pour pouvoir avancer, nous avons besoin de 130 000 €. Cette somme sera répartie sur du recrutement, principalement technique et commercial, sur de la communication ou alors des frais d'entreprise, notamment du matériel informatique pour l'organisation de certaines campagnes de communication physique. Mais comment obtenir cette somme? Nous avons 3 pistes que nous étudions actuellement, qui sont le crowdfunding, les investissements ou encore les subventions. L'argent n'est pas le seul élément pour réussir ce projet. La détermination et le travail sont les éléments moteurs. Et cela fait 9 mois que nous travaillons très dur au quotidien sur ce projet. J'ai commencé seul en avril 2021 pour étudier le marché, interviewer les particuliers et les professionnels et commencer à travailler sur le design et l'univers de l'Oxper. J'ai créé la société en septembre 2021. Nolan a intégré la société et nous avons pu travailler sur la stratégie MVP et le développement de l'application mobile, le développement de la solution particulier qui sera terminé dans 2 semaines. Dans les mois qui viennent, nous allons travailler sur le développement de la solution professionnelle et sur l'application mobile. Nous allons également travailler sur les campagnes de communication et les campagnes marketing. L'Oxper ne se limite pas à la plateforme que nous venons de vous présenter. C'est un réel projet d'avenir qu'il faut faire avancer et évoluer. Pour cela, nous souhaitons continuellement fournir à nos clients des outils performants leur permettant d'amorcer leur croissance, en donnant par exemple accès à une plateforme de formation en ligne, des accompagnants, mais également en débloquant la version B2B de l'Oxper qui permettra de mettre en relation distributeurs, fournisseurs et professionnels, qui nous permettra à la fin de donner à nos consommateurs la visibilité et la transparence sur le parcours et la provenance de leurs produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci pour votre attention malgré cette situation en distanciel. Merci. Bravo, il restait encore 30 secondes. Merci Nolan, merci Vincent. C'est donc maintenant au jury de vous cuisiner avec les produits de proximité. Oui, je veux bien commencer là-dedans. Merci pour cette présentation très claire également et de qualité. J'ai une question qui est plutôt une remarque finalement. J'ai le sentiment, quand je regarde votre plateforme, et ce que vous souhaitez créer, d'un périmètre extrêmement étendu. Vous parlez d'une roadmap derrière et d'une version, alors je n'ai pas bien compris si c'était une version, j'ai cru comprendre que vous deviez travailler sur la version pro après, mais la personnelle était quasiment prête. J'aimerais avoir votre analyse sur ce positionnement en termes de, finalement, d'étendue de périmètre, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de sujets. On passe d'une plateforme de commande à une plateforme de gestion de stock en passant par un suivi fournisseur, etc. Donc pour moi, c'est beaucoup de sujets différents aujourd'hui traités par un marché déjà outillé. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez rapidement comment vous voyez votre capacité à vous imposer sur ce segment qui me semble très large. Bien sûr. Alors déjà, pour ce qui est de la plateforme des distributeurs fournisseurs dont on a parlé à la fin, c'est vraiment quelque chose de complémentaire qui viendra plus on va dire, au milieu terme, long terme, qui nous permettra de compléter cette plateforme. Ensuite, quand on parle de plateforme particulière, on parle de cette plateforme particulière-là qui sera aussi bien utilisée par vous, par moi ou par quelqu'un d'autre en tant que consommateur final. Et la solution professionnelle, c'est vraiment l'accès à la solution pro telle qu'on la montre ici. Ensuite, au niveau des différentes options qu'on retrouve dans cette solution professionnelle, comme par exemple la solution de gestion de stock,
nous sommes actuellement en train d'établir un contact avec une personne qui travaillait pour une solution de gestion de stock et de logiciel de caisse qui va nous permettre de nous accompagner et de nous aider à délimiter le périmètre justement des fonctionnalités à intégrer dans la gestion de stock. Et après, comme on vise effectivement du monde, mais qu'on vise des commerçants majoritairement et des artisans, nous n'allons pas nous intégrer dans le marché de la gestion la gestion de stock très poussée comme d'autres pourraient le faire actuellement. On est là vraiment pour accompagner les commerçants. Et lorsqu'on a mené les interviews sur le terrain auprès d'une cinquantaine de professionnels, on a vu que sur la gestion des stocks, ils avaient soit encore le papier, soit pour quelques-uns d'entre eux, des solutions assez poussées qu'ils trouvaient trop compliquées à utiliser. Et en fait, nous, on vient se placer vraiment entre le papier et ces solutions trop poussées et trop compliquées à utiliser. D'accord. Très bien. Merci pour votre réponse. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur vos expériences entrepreneuriales, parce que vous les avez citées au début de la présentation, mais vous les avez mentionnées sans les citer. Oui. Nolan, je commence ou tu veux commencer, Nolan? Vas-y, je vais commencer déjà. Donc, moi, personnellement, je suis rentré dans le cadre d'auto-entrepreneur assez récemment lorsque j'ai rejoint le projet. Mais avant ça, j'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses expériences professionnelles dans le cadre notamment de stages déjà, dans le cadre de l'école, avec donc toutes les entreprises que vous voyez, plus une entreprise qui est un peu moins connue. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je parle des expériences entrepreneuriales. Vous avez parlé d'expériences entrepreneuriales, c'est-à-dire des entreprises que vous avez créées vous-même, mis à part le statut auto-entrepreneur que j'ai bien entendu. D'accord. Vas-y, je te laisse la main. Ok, alors je vais prendre pour y répondre. Moi, j'ai commencé quand je suis rentré en école d'ingénieur. Tout d'abord, on a fondé avec deux autres de mes camarades, on a fondé la junior entreprise de notre école. Et en parallèle de cela, j'ai monté donc la Prime Novelty que vous voyez là, qui était la première agence, on va dire, axée très développement brut de décoffrage. Et après, je suis parti plus sur une agence type donc codologique que vous voyez ici, qui est plus orientée vraiment accompagnement, développement, gestion de projet et entreprise à travers laquelle je travaille par exemple pour Dermaceutique, pour une startup qui s'appelle Usage ou alors pour Nuvision et beaucoup d'autres entreprises. Merci. J'ai une question. Donc, j'ai compris que les commerçants devront souscrire un abonnement pour avoir une fiche, une visibilité sur votre plateforme. Ce qui veut dire qu'au lancement de la plateforme, celle-ci sera vide de commerçants. Donc, comment vous allez réussir à rapidement avoir des dizaines, des centaines de commerçants qui vont avoir leurs produits à jour sur votre plateforme afin d'attirer d'autres commerçants, d'attirer des utilisateurs et ainsi de suite? Alors justement, on prévoit de faire une période vraiment, on envisageait à travers le crowdfunding de pouvoir, pour faire très simple, souvent on donne une contrepartie les gens financent. Et en fait, on souhaitait faire des lots pour les particuliers, des lots pour les professionnels, notamment avec, pour les professionnels, du coup, pour répondre à votre question, des lots avec des réductions sur les forfaits mensuels, voire même des mois gratuits, selon les financements, qui nous permettra d'intégrer des professionnels avant la commercialisation et la sortie officielle de l'Oxpert, aussi à travers les campagnes de communication, les interviews menées sur le terrain, etc. Et ensuite, pour les accompagner sur sur un profil complet avec une fiche produit complète et propre, nous prévoyons de faire des temps d'accompagnement et lorsqu'ils vont souscrire à des abonnements, ils auront le choix sur des packs d'accompagnement. Il y aura le pack d'accompagnement basique qui sera juste un tutoriel vidéo pour les accompagner. Ils auront des créneaux avec un conseiller qui va leur permettre de poser leurs questions et les accompagner dans la création, ou alors des packs beaucoup plus complets qui vont permettre en fait de fournir les éléments à une équipe ou à un membre de l'Oxpert qui va lui-même se charger de la création du profil et de la complétion de celui-ci. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci. Merci au jury pour les questions. Et donc, on va s'acheminer vers la présentation du dernier projet, le projet de l'équipe Pixme. Je vous demande de lever la main pour que Audrey puisse vous faire entrer et que vous soyez en situation. Merci Vincent, merci Nolan. Voilà, vous changez de statut. Et nous allons voir donc l'équipe Pixme
qui va clôturer cette présentation. Voilà, ils sont en train d'arriver. Même punition que pour les 4 autres présentations. Donc, vous êtes en phase d'avoir 10 minutes pour défendre le projet, suite à quoi le jury donc, aura 5 minutes de questions à votre attention. Bonjour. Bonjour. Donc, dès que vous démarrez, Audrey lancera le chrono et ce sera 10 minutes de pitch. Alors, voilà, c'est bien. Vous voyez bien notre écran, ouais, c'est bon? Oui. C'est parfait, on vous entend, on voit la presse, c'est nickel. Ok, bon, on peut partir. Génial, à vous. Alors bonjour à tous, merci d'être ici. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre projet qui se nomme Pixme. Donc la mission de notre projet, c'est de rendre nos moments uniques en souvenirs. Alors en fait, pour cela, donc on a identifié une opportunité, c'était que de plus en plus de personnes autour de nous utilisent des appareils photo jetables, donc type Kodak. Donc on leur a demandé simplement pourquoi ils utilisent ce genre d'appareil. Donc ils nous ont répondu qu'ils trouvaient ça sympa de redécouvrir les photos qu'ils avaient prises une fois qu'elles étaient développées. Ils aimaient bien aussi le grain de l'image qui fait un peu vintage, et enfin ils appréciaient avoir vraiment l'appareil dans les mains, et c'est ce qu'ils trouvaient vraiment intéressant. Maintenant, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des désavantages de ces solutions. Donc, tout d'abord, c'est très polluant parce qu'on doit racheter un appareil à chaque fois. C'est également assez coûteux. C'est éphémère. Et enfin, c'est assez pénible pour ces personnes-là d'aller faire développer les photos, etc. Parce qu'il y a plus autant de magasins spécialisés qu'avant. Donc voilà, donc pour résumer, nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est que de nos jours, les solutions pour trouver les charmes des appareils photo argentiques sont chères, pas pratiques et pas digital friendly. Alors, Pixme, c'est quoi? C'est super simple. En fait, Pixme, c'est un appareil photo qui reprend tous les avantages en fait, de l'appareil photo jetable sans les inconvénients. Donc, avec Pixme, on peut prendre 40 photos. Au bout de 40 photos, l'appareil photo il va se bloquer. Et pour le débloquer, on a juste en fait, à aller sur une application qu'on va développer. Et sur cette application, vous allez pouvoir commander les photos que vous avez prises avec votre appareil photo. Et nous, notre équipe, on va s'occuper de développer ces photos et vous les envoyer sous 5 à 7 jours. Une fois que la commande a été réalisée, l'appareil photo va se débloquer. Vous allez être capable de reprendre 40 nouvelles photos. Donc, voici la proposition de valeur du projet. Donc, tout d'abord, l'appareil photo, c'est quoi? C'est un appareil photo donc, qui sera avant tout moins inconvénient, donc plus pratique, qui se glisse un peu partout et qui aussi peut se connecter notamment à son téléphone. Ensuite, l'appareil photo, il permet on ne veut pas capturer une photo, on veut capturer vraiment un véritable souvenir, ce qui permet de créer un souvenir, comme je viens de le dire, ce qui permet de retrouver cet esprit vintage un peu de la photographie, de découvrir la photo une fois qu'elle est développée uniquement. Pixme, c'est également un produit responsable qui est assemblé en France. Par la suite, donc, on s'est intéressé au marché donc, du jetable en France. Donc, c'est 1 million de caméras vendues par an avec une croissance de 10 à 15% sur l'année pour un total de 27 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, on a fait une petite étude de marché de notre côté avec plus de 100 réponses et on s'est aperçu qu'il y avait un peu moins de la moitié des personnes qui avaient acheté un appareil jetable et qui s'en étaient servis au cours des 5 années. Maintenant, pour les personnes qui n'en utilisaient pas, on leur a demandé pourquoi. Ils nous ont répondu que c'était un achat éphémère, que le coût du développement des photos était assez élevé et que le déplacement en magasin spécialisé était assez pénible pour eux. La bonne nouvelle, c'est que nous, on répond parfaitement à ces problématiques-là, ce qui est une super nouvelle. Maintenant, la cible qu'on vise, c'est des personnes entre 15 et 30 ans qui sont assez dynamiques, qui vivent dans des grandes villes et qui aiment voyager, etc. Et notre deuxième cible, ça va être des jeunes parents qui ont envie de donner un appareil photo à leurs enfants pour qu'ils captent leurs propres souvenirs.
Voilà, donc comme l'a dit Léo, on a réalisé une étude de marché, ce qui nous a amené à identifier plusieurs concurrents. Donc tout d'abord des concurrents directs. Donc je vais commencer par Kodak, que tout le monde connaît, qui est le leader incontestable du marché depuis des années maintenant. Mais on a également Papershoot, qui eux produisent une caméra plutôt digitale qui suit les codes des appareils photo jetables. Ensuite, on a aussi identifié plusieurs concurrents indirects comme La Lab, Cheers, PhotoWeb ou Seaway qui proposent des solutions pour imprimer des photos en ligne. Et enfin, Fujifilm et Polaroid qui, eux, proposent des appareils photo instantanés. À partir de ça, donc, on a élaboré un Blue Ocean Strategy Canvas. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau du prix, on est assez bien positionné par rapport à nos concurrents parce qu'on va être bien moins cher qu'eux. Maintenant, on a des points aussi à améliorer, comme par exemple la renommée. Forcément, on est nouveau sur le marché, donc il va falloir qu'on fasse un nom par rapport à nos concurrents. On est également très bien positionné au niveau des caractéristiques techniques pures du produit. On est responsable, donc ça, c'est un bon point pour nous également. Ensuite, au niveau du design, on a une vraie valeur ajoutée parce qu'on va faire un appareil vraiment sympa à utiliser et qui a un très bon design. Au niveau de la distribution, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir qu'on crée tout notre réseau de distribution. Et enfin, au niveau de la qualité de l'image, on sera similaire à un Kodak parce que c'est le rendu qu'on souhaite avoir. Alors, par rapport à notre business model, donc on a fait un petit schéma pour l'expliquer. Donc, il est très simple. En fait, les caméras, on va les faire fabriquer par une industrie. Donc, on va être à peu près à 30 € le prix de fabrication par caméra. On est arrivé à ce prix-là en faisant des recherches sur le prix des composants. Et aussi, on s'est rapproché d'un élève en électronique qui nous a aussi indiqué ce prix-là. On va aussi avoir des charges pour, bien sûr, héberger notre application et notre site Internet. Et donc, nos deux moyens de se rémunérer, c'est donc la vente de caméra et l'impression photo. Donc, la vente de caméra, on prévoit de vendre 40 € la caméra. Et donc, la vente de photos, où c'est là où on va en faire réellement plus de business, on va vendre 12 € les 40 photos. Et donc, comme je vous ai expliqué avant, ce sera un achat qui sera récurrent. Maintenant, on va s'intéresser à notre go-to-market stratégie, excusez-moi, donc qui va se composer en 3 parties. La première, ça va être une campagne de crowdfunding afin de récolter environ 100 000 €. Donc, nos objectifs, ça va être de tester l'attractivité autour du produit, évidemment, de financer aussi les premières productions des caméras et enfin, de faire reconnaître le produit. Dans un deuxième temps, on va essayer de se créer une communauté. Donc, pour ça, on va être actif sur les réseaux sociaux. On va également avoir une campagne avec des influenceurs et enfin avoir des partenariats, notamment avec des festivals de musique. Et enfin, dans un troisième temps, on aura aussi une campagne de distribution, donc pour objectif de vendre pour 240 000 € de caméras pour la première année. Comment est-ce qu'on va faire ça? Notamment par la campagne de crowdfunding, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec aussi les ventes directes, notamment via notre site internet ou aussi via nos différents partenaires. Alors, à propos de l'équipe, donc moi, c'est Lucas. Je serai le CEO de l'entreprise et je serai plus focalisé sur le produit. De mon côté, Léo, je serai le CEO et je vais gérer l'aspect financier de l'entreprise à ses débuts. Moi, je m'appelle Thomas, donc je serai responsable des ventes et de la communication du projet. Alors, par rapport à l'aspect légal, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout d'abord déposé une enveloppe solo que Telecom Valley nous avait transmis. Donc, on l'a déposé avec notre projet. On a aussi acheté un nom de domaine pour notre futur site Internet. Et ce qu'on prévoit de faire ensuite, c'est de créer donc une SARL et de aussi mettre en place un pacte d'associés pour que les choses soient claires dès le début. Donc voilà. Donc voilà, très rapidement, nos 18 prochains mois. Tout d'abord, on va commencer par une campagne de crowdfunding sur les 2 premiers mois, suivie ensuite par le lancement du produit. Enfin, on va plutôt se pencher sur des tâches de communication, notamment via une campagne sur les réseaux sociaux ou aussi avec nos différents partenaires.
Alors, concernant les chiffres clés, comme je vous l'ai dit, donc il y avait 1 million d'unités qui étaient vendues chaque année. Donc, on a prévu de capturer 0,6% en année 1, qui reviendrait à 6 000 ventes d'appareils photo sur cette année-là. Et enfin, on prévoit, avec la croissance qu'on va avoir, d'en vendre 92 000 en dernière année. Maintenant, on peut avoir un petit coup d'œil sur la marge qu'on compte faire. Donc, ce serait de 10 € par caméra et de 9,20 € pour que toutes les photos, les 40 photos vendues par pack. Ensuite, donc, on a élaboré un compte de résultats complet avec l'ensemble de nos coûts, etc. Je ne vais pas tout vous montrer, mais on a tout évalué en fait. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aurait un résultat net de 20 000 € en année 1 pour arriver à 732 000 en année 5. Donc aujourd'hui, on en est. En fait, aujourd'hui, on travaille pour faire un prototype de notre produit, tout simplement. On est aussi à la recherche d'un CTO pour nous aider sur le point de vue technique, donc pour créer le produit. Et on fait une étude aussi de marché pour regarder les composants pour s'approvisionner et l'industrie qui serait capable de fabriquer l'appareil photo. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et on espère que le projet Pixme vous aura plu. 10 minutes tout pile. Bravo. Super, bon respect du timing. Donc maintenant, c'est le jury qui va faire des polaroïdes avec vous. Oui, bonsoir, merci pour votre présentation. C'est un projet intéressant et je me posais 2 questions. La première sur les données, puisque vous allez récupérer les photos, peut-être aussi des vidéos, je ne sais pas, enfin voilà, en tout cas les photos des gens, comment vous comptez assurer la protection de ces données? Et la deuxième question, c'est est-ce que votre produit est éco-responsable et si oui, par quel type de matériaux et est-ce que c'est possible de les recycler aussi? Voilà. Merci. Alors, donc, pour répondre à votre question, donc, au sujet de l'appareil photo, oui, ce sera complètement recyclable parce qu'on a opté donc, pour tout ce qui est packaging, tout va être en carton. Donc ça, de ce côté-là, ce sera recyclable. Après, les composants électroniques également, il va falloir qu'on trouve des filières pour pouvoir les recycler. Et ensuite, vas-y, concernant Lucas, du coup, le respect de, je pense que vous parlez du coup de RGPD, etc. Oui. En fait, nous, du coup, on va imprimer juste les photos. On les gardera pas, nous, on n'aura pas accès. Donc, on imprimera les photos commandées. Et une fois qu'elles seront imprimées, nous, en fait, on les effacera directement. Donc, il n'y aura pas de souci qu'on conservera des photos des utilisateurs. Donc ça sera bien précisé aux clients. Exactement. Merci. Une question un peu technique corollaire. Les photos seront commandées depuis le smartphone vers un imprimeur où vous aurez une infrastructure à gérer pour récupérer les données des différents appareils photo pour les envoyer vous-même aux imprimeurs. Et du coup, est-ce que vous avez une infrastructure Alors, en fait, ce sera depuis l'application, en fait, comme je l'ai expliqué. Les utilisateurs devront juste connecter leur appareil photo à une application et en fait, c'est l'application qui ira récupérer directement les photos de l'appareil photo et en fait, le fait de commander, ça nous les enverra à nous et nous, on les imprimera comme sur des fichiers normaux avec une imprimante photo, tout simplement. Ok. Du coup, j'ai une question un petit peu. J'arrive pas bien à comprendre votre avantage concurrentiel. Parce que finalement, si je résume, vous avez une approche qui est plutôt standard, hein, c'est-à-dire un appareil, un device qui va permettre de faire des photos avec une impression labo. C'est ce qui se faisait il y a quelques années encore, beaucoup. Bon, ça a plus ou moins disparu. Vous n'êtes pas vraiment un appareil jetable, bon d'accord, ça c'est le modèle du jetable, mais vous n'êtes pas jetable si je comprends bien, ça peut répondre en partie à l'histoire éco, voilà, bon, parce qu'il y a moins de jetables, on est d'accord. Vous imprimez les photos sur vos labos qui sont des impressions, bon très bien, puis vous envoyez ces photos aux utilisateurs. Bon.
je ne vois pas véritablement votre avantage concurrentiel. Ce n'est pas au niveau de l'appareil, ce n'est pas au niveau de la photo ou de la particularité de la photo. Donc, comment est-ce que vous définissez cet avantage du coup? Alors, il y a plusieurs points. Il y a tout d'abord qu'en fait, si on reprend un peu ce qui fait le charme de l'appareil photo jetable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les photos qu'on prend. C'est-à-dire, avec un jetable, à l'époque, c'est de l'argentique, quoi. Vous allez prendre une photo et vous n'êtes pas capable de voir le résultat. Donc, nous, c'est exactement la même chose. Vous allez commander et en fait, c'est quand vous recevez la photo que vous allez voir le résultat de la photo. Bien compris. Et aussi, donc ça, c'est un de nos points. Et aussi, non, j'ai oublié mon deuxième point. C'était... Vous êtes d'accord que ce n'est pas un avantage concurrentiel par rapport au jetable, par exemple? Là, vous êtes exactement aligné sur la proposition du jetable. Exactement. L'avantage concurrentiel, c'est que nous, on va pouvoir le réutiliser. Voilà. C'est qu'en gros, un jetable... Ouais, vas-y, Léo. Ouais, et également sur ce... Donc, il y a un point aussi qui a été soulevé par... d'où l'idée vient, en fait, finalement, c'est que la plupart des personnes à qui on a discuté, qui réutilisaient justement ces jetables, souvent arrivaient au bout des 36 poses et en fait ne prenaient pas le temps ou ne savaient pas vraiment où s'orienter pour aller faire développer leurs photos, puisque ces magasins spécialisés, on ne sait plus trop où les trouver. La grande distribution le faisait souvent, ils ont fermé pas mal de solutions justement pour faire développer ces photos. Donc là, c'est très simple, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos photos, vous ne pouvez plus en prendre. Donc c'est très simple, vous le connectez, hop, vous les commandez, vous les recevez chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à trouver le magasin pour les faire développer. Ça vous coûte moins cher. Vous recevez tout directement chez vous et vous redécouvrez les photos que vous avez prises. Donc, c'est vraiment là où on va avoir un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. Tout à fait. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci beaucoup l'équipe Pixme. Merci aux 5 projets. Merci aux 5 projets puisque là, vous avez toutes les 5 équipes étaient vraiment très fortes dans votre exercice de pitch. Une fois de plus, hein, la distance n'a pas été nécessairement notre meilleur ami, mais malheureusement, on est obligé de se plier à ce type de contraintes et de vivre avec, un peu comme les masques qu'on porte sur le visage ici dans la pièce avec le jury. Hein, c'est pas ce qui est le plus agréable, mais c'est comme ça. Je vais vous donner un peu plus de précision sur nos amis, les membres du jury, puisque en fait, vous avez entendu quelques noms de structures auxquelles chacune est rattachée, mais c'est vrai que je ne vous les avais pas présentés et c'était absolument volontaire de ma part, puisque la démarche était de donner un peu de vous mettre dans une situation de pitcher finalement, sans trop avoir de préjugés sur les personnes qui vous écoutaient. Donc, la présidence du jury, elle est assumée par Jérôme Blasi, qui est le DSI de la communauté d'agglomération des Pays de l'Érins, la CACPL. Donc, Jérôme qui a un long parcours dans le milieu des ESN et qui aujourd'hui donc se retrouve à l'intérieur d'une structure publique, la CACPL, avec un rôle qui est important, puisqu'aujourd'hui, toutes les entités publiques ont de vrais soucis en matière de tech et de systèmes d'information. Donc, je vais mettre Nadine avant Julien, je pense qu'il n'en voudra pas. Hein. Donc, Nadine, qui est directrice adjointe de la direction régionale académique de la recherche et de l'information du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Nadine, qui a un long parcours aussi dans la valorisation de la recherche et dans la recherche tout court, qui a été longtemps aussi CNRS, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était... tu étais... Moi, je suis ingénieur de recherche. Voilà. De l'université. Ingénieur de recherche, donc universitaire et qui baigne dans l'innovation parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche brandit haut et fort ce mot-clé de l'innovation et c'est important. Donc, du coup, je fais revenir Julien Holzer, qui est le CTO de la société Expert, qui est une société fraîchement créée sur Sophia Antipolis. Mais Julien est aussi connu pour être l'animateur pour Télécom Valley du Fab Lab, le bénévole animateur du Fab Lab qui se trouve
les murs de Polytech à Sophia Antipolis, donc un endroit tout à fait particulier qui est, je le rappelle, ouvert à tous, pas nécessairement aux adhérents de Télécom Valley ou aux étudiants de Polytech, mais qui est véritablement ouvert à tous, du moment qu'il y a une démarche qui nécessite d'aller prototyper, d'aller faire de l'impression 3D, de faire de la découpe laser et des choses bizarres que Julien vous expliquera et que Xavier, qui est sur place aussi, vous expliqueront tous les deux. On a en bout de table, vous l'avez entendu, poser plusieurs questions. Laurent Masson, qui est le directeur de l'incubateur PACAS, donc l'incubateur institutionnel qui est ici basé à Sophia Antipolis et qui permet de faire le lien entre le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat, puisque la particularité des projets qui sont incubés par Laurent et ses équipes, c'est d'avoir un adossement à la recherche qui est une caractéristique très forte permettant justement de jouer cette courroie d'entraînement de la valorisation de la recherche et de la valorisation aussi des acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur, puisqu'il y a une très belle loi qui s'appelle la loi de 99 sur l'innovation à la recherche qui prend tout ça et qui le porte à bout de bras, donc bravo, c'est très bien. Et puis last but not least, Anthony Chouf qui est avec nous ici et donc qui est le responsable de justement lui aussi tout ce qui est technology transfer, hein, donc les liens avec le monde de l'entreprise quand on est issu de cette grande et belle maison qui s'appelle INRIA, Institut National de la Recherche en Informatique et Automatique, dont le site de Sophia est un des plus anciens de la constellation INRIA, site de Sophia qui a produit de très très belles spin-offs historiquement et qui continuera de le faire, on l'espère tous. Donc, merci Jérôme, merci Nadine, merci Julien, merci Laurent, merci Anthony.